Bienvenue à un nouvel épisode de Mirego DevTalks, un podcast conçu par l'équipe de Mirego pour la communauté de développement. Dans chaque épisode, nos invités discutent d'une expertise, d'une technologie ou d'un enjeu lié au développement de produits numériques en compagnie de Rémi Prévost, directeur développement logiciel chez Mirego. Cette semaine à Mirego DevTalks, on parle du framework web Remix avec deux développeurs spécialistes web front-end chez Mirego, Charles Demers et Mathieu Dumont. On parle de ce qui distingue Remix des autres frameworks web, notamment parce qu'il s'appuie sur des principes fondamentaux du web que la communauté a un peu perdu de vue dans la dernière décennie, mais qui font tout de même un retour en force pour plein de bonnes raisons, qui ouvrent beaucoup de possibilités sur comment on bâtit des applications web. Je vous souhaite donc une bonne écoute. Aujourd'hui, on va parler du framework web Remix qui gagne de plus en plus de popularité dans la communauté. Chez Mirego, c'est important pour nous d'être conscients des nouvelles technos qui peuvent nous amener à bâtir des produits numériques encore meilleurs. Donc, on s'intéresse à ce genre de choses-là, à ce genre de nouveautés-là. Mais par contre, on ne veut pas se pitcher dans tout ce qui est nouveau. On veut s'assurer qu'on fait les bons choix techno pour les bonnes raisons, qu'on connaît autant le positif, les enjeux potentiels, les compromis avant de s'embarquer là-dedans. Donc, aujourd'hui, avec moi, deux spécialistes en développement web chez Mirego, Charles Demers et Mathieu Dumont, qui vont pouvoir nous parler un peu plus en profondeur de Remix et de pourquoi on pense que c'est un bon choix pour le futur. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Premièrement, c'est quoi Remix? On se fait une petite intro là, pour un peu mettre les bases égales pour tout le monde. C'est quoi le framework Remix? Remix, c'est un nouvel outil qui a été fait par Ryan Florence et Michael Jackson, deux personnes bien connues dans la communauté React. Puis, dans le fond, c'est un nouveau framework qui permet de retourner aux bases du web, en fait. C'est qu'on veut faire du server-side rendering, mais sans que ça soit quelque chose qui est rajouté par-dessus un framework front-end. C'est plus, on commence avec le server-side rendering, on passe à serveur, on utilise Fetch, on envoie des forms avec du form data, c'est pas des API JSON et ça, mais tout ça demeure du React que d'après ça, tu peux rendre dynamique. Parce que c'est intéressant ce que tu dis, le côté server-side rendering. Historiquement, dans les autres frameworks web populaires, ça a toujours été on focus client-side, l'expérience client-side, d'utiliser le JavaScript dans le browser, puis ouais, ça serait nice de faire du rendering server-side pour l'indexation, pour les tags OpenGraph, ce genre de choses-là, pour la rapidité aussi d'afficher le contenu. Là, pourquoi, dans le fond, ils ont pris sais-tu pourquoi ils ont pris cet autre mindset-là? Je pense que c'est par simplicité. C'était un peu comme un step back de la communauté de où est-ce qu'on était rendu. Comme pendant un bon 5-10 ans, on a fait des SPA, que c'était des full-fledged. Des single-page applications. Single-page applications. Qui étaient 100% dans le browser, puis après ça, il manquait des fonctionnalités. Il manquait justement tu partages sur Facebook, il faut que tu sois capable de voir une image, il faut qu'un serveur soit capable de crawler. Ces serveurs-là ignorent le JavaScript normalement, donc les single-page applications étaient brisées dans ces contextes-là. Fait que ça a toujours été comme une fonctionnalité qu'on a comme scotch-tapé par-dessus cette idée-là. Si on veut, où est-ce qu'on a juste comme patché le bobo, tandis que là, c'est on reprend de la base, on recule en arrière, on fait juste repenser à ça, puis on part de ce besoin-là. On part du besoin de server-side rendering, puis après, on ajoute des éléments dynamiques par-dessus. C'est comme on retourne nos bases. Je pense que il y a aussi comme tu disais, Mathieu, on retourne aux bases, mais il y a aussi comme le besoin de faire du code qui est un peu mieux partagé. Là, je me souviens des débuts de Node.js, le monde disait on va enfin pouvoir partager du code server-side avec le client-side. Puis cette promesse-là n'a jamais vraiment été remplie. Là. Je pense que Remix vient faire ça un peu on est capable de mixer le code serveur puis client, mais tout en gardant une bonne séparation là, dans le sens que ce que je trouve intéressant de Remix, c'est React qui est vraiment utilisé comme un view layer autant du côté serveur que du côté client. Puis tout le fetching de données, c'est fait côté serveur. Fait que ça simplifie beaucoup le modèle des applications faites avec Remix versus React seulement, je pense. Absolument. Puis là, Matt, tu disais les principes un peu, le retour aux bases du web, c'est quoi? Ça aussi, c'est quand même une philosophie un peu différente des autres frameworks. Là. Pourquoi, justement, c'est pas... qu'est-ce que ça permet de faire? C'est quoi j'imagine qu'il y a du positif et du négatif. Là. C'est quoi, dans le fond, les compromis qu'il faut faire dans ce cas-là? Oui, ben juste en fait, avant d'arriver à ces compromis-là,
juste qu'est-ce qu'on veut dire avec ça, de retourner aux bases. C'est par exemple, tu fais un formulaire d'une application React des 10 dernières années de qu'est-ce qu'on a fait autant, Ember, Angular, etc. Tous les SPA. Tu soumets le formulaire, on capturait l'événement de soumission du formulaire, on empêchait le browser de faire sa job, puis on sérialisait le data nous-mêmes dans un objet JSON, on contactait une API à custom qui lui nous retournait des erreurs, puis on updatait notre form manuellement. Fait que, on faisait beaucoup de travail que le browser faisait déjà tout seul. Simplement, on a comme réinventé la roue. Évidemment, ça nous permet de faire des formulaires plus dynamiques, faire ça. Quand tu dis on, c'est la communauté, c'est un peu. Oui, c'est ça. L'humanité. Ouais, c'est ça. La partie de l'humanité qui écrit du web. Ouais. Donc, c'est ça. Fait qu'on faisait ça. Mais tandis que là, présentement, avec Remix, quand on retourne aux bases, c'est que là, on fait plus ça de capturer l'événement, de l'empêcher le browser de faire la job. On laisse le browser faire sa job. Fait qu'on fait un formulaire, on laisse faire sérialiser son form data. Par défaut, il va faire un post sur notre route, puis il y a comme ce standard-là que Remix a établi qui va juste fonctionner. Lui, il s'attend à recevoir un form data. Après ça, il te donne cet objet-là, puis tu fais ce que tu veux côté backend avec cette affaire-là. Ça a des drawbacks, évidemment. Donc, comme on dit, ça fait 10 ans qu'on faisait ça de manière dynamique. Il y avait quand même des raisons. Dès que tu as des formulaires complexes, où est-ce que tu vas nester des objets, que tu vas créer des... par exemple, tu vas dynamiquement créer plusieurs éléments d'un formulaire qui sont comme un enfant de l'objet que tu as créé. Donc, par exemple, un exemple que j'ai eu récemment, tu écris un article, puis dans cet article-là, tu veux connecter des tags. Là, tu vas avoir un input qui va auto-compléter les tags qui existent, mais qui va aussi créer les nouveaux. Quand tu vas créer ton post, tu veux créer le post, tu veux lier les tags qui existent, mais tu veux aussi créer les nouveaux. Fait que, tout formater tout ça avec du form data seul, sans rien de plus que ce que le web t'offre, ça peut être compliqué. Donc, à ce moment-là, souvent, il faut que tu sautes d'un côté plus dynamique. Et puis en plus, le compromis avec le fait que dans ton UI, tu veux avoir ton petit autocomplete, tu veux que ça soit que l'expérience finalement de l'utilisateur soit bonne. Parce que, tu sais, on parle de revenir aux concepts fondamentaux du web, des formulaires web en 2001, c'était assez statique, puis c'était assez... il n'y avait pas ça. Maintenant, j'ai l'impression que les utilisateurs s'attendent à ce que ces formulaires-là soient à la Facebook, en fait, à l'application web moderne. Là. Fait que j'imagine que le Remix aussi, il y a moyen de faire ça, de se faire mitiger un peu ce compromis-là, de ne pas revenir aux bases du web, refaire des formulaires comme on faisait en 2002. Là. Exact. Puis, c'est ça. Il y a moyen de revenir, d'avoir un Remix, c'est que de base, ton formulaire va fonctionner comme ça, mais il y a manière de sortir de ça. Il y a manière de, justement, d'utiliser les morceaux plus low level que Remix utilise pour soumettre des formes, etc. Puis de capturer justement l'événement comme ce qu'on faisait, puis de manipuler ça à la main, puis d'envoyer ça comme ça. Des fois, on était capable, là, par exemple, si on prend les applications qu'on faisait par exemple en 2010 en Ruby on Rails, où est-ce qu'on faisait pas de front-end en SPA, on était capable de faire des formulaires complexes et des objets nestés et tout. Par contre, on se ramassait à inventer des choses pour réussir à le faire. Ou est-ce que par exemple, dans Ruby on Rails, on avait des standards que si le nom de ton champ, il y avait des square brackets avec un chiffre, ben là, c'était une liste d'éléments qu'elle a créé. Puis si c'était un point avec me semble, je dis pas de mémoire, quelque chose que j'ai pas fait depuis vraiment longtemps, mais tu avais un point avec un ID, ben là, c'était un objet qui était nesté dans quelque chose, puis quelque chose qui existait déjà. Un champ qui a un lien avec un underscore IDs, IDS, là, OK, il s'attend à avoir une liste de, fait que là, OK, c'est une string, mais qui est des items séparés par des virgules, mais là, l'ORM, qu'on passe ça direct, va le gérer, fait qu'il y a quand même... exact. On réussit à travailler autour de ça. Ouais, puis en plus de ça, je me souviens aussi dès que tu avais quelque chose de dynamique à faire, là, donc tu loadais un fichier ou un calendrier ou ça, tu te ramassais à sérialiser du data puis à le cacher dans un input field type hidden. Fait que tu sais, ça c'est une des parties que tu as plus dommage en Remix à ce moment où est-ce que tu te ramasses à refaire des acrobaties comme ça pour se renvoyer un web complexe. C'est un peu moins pire quand même, vu que tu peux quand même t'injecter en JavaScript dedans Remix, puis tu peux quand même utiliser des outils de Remix pour le faire, pour tout faire. Tout ton formulaire structuré, il n'y a pas besoin d'exister dans le DOM. Fait que t'as pas besoin de faire de input file, input type hidden. Hidden, ouais, quelque chose. Mais. De rajouter un objet form data quand tu soumets le form, à l'item. Mais parce que le form data, dans le fond, ça reste des structures de données assez simples. Tu peux pas soumettre des objets nestés. C'est pas du JSON dans le fond. Fait qu'il n'y a pas encore ça. Mais il n'y a pas ça. Ça ne sera jamais ça. Parce que du form data, c'est le standard du web. C'est
mappé sur du form URL encoded, le genre standard des années pré-web, du web. Ouais, c'est ça, mais tu sais, il y aurait tout le temps moyen, comme Mathieu disait, d'inventer de quoi dire. Ben, ok, moi, je me mets une string de JSON, puis je la parse rendu côté serveur, mais tu sais, ça défeat the purpose un peu, là, mais je pense que, tu sais, moi, je le vois un peu, Remix, comme un nouveau joueur qui définit comme une nouvelle façon de faire, puis j'ai l'impression que la communauté va. euh, tu sais, itérer là-dessus, puis justement, à un moment donné, ça va devenir plus intéressant, tu sais, au même titre que probablement, genre, Rails 1 avait pas ces conventions-là, puis, tu sais, aujourd'hui, ben, c'est comme, ça existe, puis toutes les librairies qui deal avec ça savent que c'est ça la convention, là. Fait que... Et puis pensez-vous que, vu que Remix, on dirait que Remix arrive dans un moment où est-ce que React est extrêmement populaire pour tout ce qui est UI, puis il manquait comme cette pièce-là du puzzle, là, de faire du server-side rendering. Il existe des générateurs de sites statiques, mais il existe des frameworks aussi, des Next.js, des trucs comme ça. Remix vient s'insérer un peu et répondre à certaines questions. Comment vous le comparez, Remix, par rapport à ce qui existe présentement dans la communauté web front-end liée à React, peut-être aussi, mettons, à Ember, Angular, en quoi c'est différent? Je pense, ben, tu sais, mettons, par rapport à la communauté React en tant que telle, je pense que la team de Remix ont fait une bonne job d'expliquer dans un blog post c'était quoi la différence entre Remix et Next.js, entre autres, là, qui est un des frameworks importants en React, qui lui est plus orienté sur le static site generation, là. Puis, tu sais, je pense que, mettons, Remix, c'est vraiment plus. En fait, Remix et Next sont vraiment axés sur être déployés sur tu sais, des lambda, des petites machines pour que ça soit le plus rapide possible. Versus, tu sais, d'autres stacks comme Ember ou même Angular aussi, je pense, c'est plus, tu sais, fait pour être sur un serveur qui spawn des workers. Fait que, tu sais, la mentalité est un peu différente, là. OK. Tu sais, dans cette optique-là, je pense que Remix est un peu plus tourné vers l'avenir aussi par rapport à ça. OK. Puis, autre point que je voulais discuter avec vous, c'était, on dirait qu'une des philosophies de Remix, là, c'est le tout devrait fonctionner sans JavaScript. Là. C'est un truc qu'ils ont mis de l'avant, justement en revenant aux bases du web, tout devrait fonctionner sans JavaScript client-side, parce que en se mappant sur les concepts du web, ben, ça marche quand le web n'avait pas de JavaScript dans le browser, mettons. Là. C'est quoi votre opinion par rapport à ça? Je pense que c'est une bataille qui vaut pas la peine d'être combattue. Tu sais, je pense que c'est un nice to have. Là. Tu sais, c'est bien que Remix soit capable de fonctionner comme ça. C'est bien que le web soit capable de fonctionner comme ça. Dans la réalité de tous les jours, tu sais, il y a des... Pardonnez-moi l'anglicisme, il y a des affordances qu'on a où est-ce que ça fait longtemps qu'on habitue nos utilisateurs à avoir des calendriers dynamiques, d'avoir des modales, d'avoir... Il y a un paquet d'atouts, de choses géniales qu'on peut faire avec JavaScript, que évidemment, là, des fois, on fait un peu une overcorrection pour dire qu'on ne veut pas en avoir du tout, là, ou est-ce que c'est juste que on connaît tous certains sites de nouvelles, etc., où est-ce qu'il y a tellement de pubs, de choses qui se loadent, que ça prend tellement de temps avant que ça se load, on pense que JavaScript, c'est un ennemi, mais tu sais, au final, si ce que tu fais, c'est améliorer l'expérience utilisateur avec parcimonie, c'est bien d'en avoir, puis dans les attentes, tu sais, dans le contexte que tu fais un projet pour un client, ou que tu fais un projet avec un designer, etc., les attentes que ces gens-là ont par rapport au dynamisme que tu es capable de créer, que tu leur donnes depuis 10, 15, 20 ans, ben, tu vas recevoir une maquette, puis il va y avoir des modales, puis il va y avoir des carousels, puis il va y avoir des swipers, puis il va y avoir des animations. Puis... C'est un peu comme je disais, les users s'attendent à avoir ça anyway. Exact. C'est pas, les designers, ils triplent là-dessus. C'est comme, non, le web maintenant, le côté beaucoup plus applicatif du web, vient avec ces patterns-là UI. Là. Ouais. Puis, tu sais, dès que tu fais... Tu sais, si t'es un développeur qui
fait son propre projet, puis qui prend toutes ses décisions par rapport à ça pour réussir à atteindre ce but-là, ça va bien se faire, ça va arriver. Puis c'est même ça qu'on voit dans les exemples tutoriels sur le site de Remix, dans leur site de joke, le site de blog. Par exemple, tu regardes leur site de blog, ben leur site de blog, dans le tutoriel, ta boîte pour écrire le message de blog, c'est un texte Aria. Ouais, ok. Mais si tu veux un blog en 2022, mais probablement que tu vas vouloir what you see is what you get, quelque chose qui formate dynamiquement du Markdown ou quelque chose un peu à la Medium, parce que tu fais des /title, /image, puis dynamiquement ça d'autres des affaires, puis que tu peux drag and dropper des trucs, puis overlay ton image, puis choisir où est-ce qu'elle se formate, puis placer où, et tu lâches ça. Tu sais, moi dans mon... évidemment, on a commencé à faire un peu des petits projets avec ça. Puis moi, dans mon expérience, c'est pas long que je dois me résoudre à faire quelque chose qui est dynamique. Même dans tous mes apps Remix. J'ai quasiment pas de formulaire ou de vue où est-ce que finalement, j'ai pas passé outre de framework pour pouvoir faire mes affaires. On se dit juste pour faire un blog, c'est niaiseux, un titre, un contenu, puis comme, ben non, un WYSIWYG, comme ça, une coupe de temps, autocomplete, c'est pas long que ces patterns-là reviennent. Mais oui, ça prend ça, là, ça va pas être simple de ce n'est que de la publication de contenu, mais non, c'est juste ça. OK. Je pense que c'est quand même cool, par contre, que Remix donne tout l'éventail de possibilités. Là, tu peux être justement super basic puis que ça marche juste server-side, autant que c'est très facile d'y aller full-fledged avec plein de JavaScript puis de l'interactivité. C'est un peu ça le gap, à mon avis, que Remix vient remplir. Là, c'est vraiment de pouvoir passer d'un à l'autre facilement puis que ça file pas extraterrestre. Là. Je veux dire, dans une app React standard, mettons, ben, je sais pas, tu prendrais peut-être Formic pour faire tous tes formulaires, mais là, si t'en fais un qui est en JavaScript, c'est pas de JavaScript, ça serait comme bizarre. T'es comme, lui, il est pas fait pareil comme les autres, mais Remix te permet de faire ça sans que ça soit bizarre. Fait que... Puis, tu sais, comment je le présentais aussi, ça sonne un peu comme si c'était un défaut, mais au final, je pense pas que c'est un défaut, le fait que chacun doit faire ça. Tu sais, si on... Tu sais, mon Dieu, j'ai un blanc matin. Comment on appelle ça déjà quand dans le web, on a quelque chose qu'on, tout à coup, de manière incrémentale, on rend dynamique? Progressive enhancement. Oui, merci. Tu sais, ça fait longtemps qu'on a cette quête-là, justement, de faire du progressive enhancement, puis qu'on n'a jamais vraiment de bonne réponse à ça. Tu sais, par exemple, on a des projets où on a fait un site en Ruby ou en Elixir qui renderait server-side, puis là, on voulait faire du progressive enhancement. C'est pas long que tu t'ennuies d'avoir un component model quand tu fais ça. Donc, là, après ça, tu te dis, ben, je vais React monter des components tout seul ou je vais utiliser Vue, Light, là, ils ont fait de quoi qui fait ça. Il y a des outils qui font faire ça, mais là, tu te ramasses à avoir un template qui est dupliqué. Tu as un template qui est dans ton. Par exemple, ton fichier ERB en site Ruby. Puis après ça, tu as ton template de component. Il faut que ça aille pareil pour se le monter un sur l'autre, puis tu mettes les deux ensemble. Comment tu fais pour y donner du data à ce component-là quand il s'initialise? Là, tu te ramasses à sérialiser du data sur un attribut data sur l'objet. Puis là, tout ça, tu finis par le faire marcher. Puis à un moment donné, il faut que tu fasses parler deux components ensemble. Puis tu n'as rien pour communiquer ces deux components ensemble. Tu fais un magasin en ligne. T'as un component que c'est une fiche d'objet. Tu vas ajouter cet objet-là dans ton cart. Puis là, tu veux dynamiquement, évidemment, que ton cart ait un rond avec un +1 qui apparaisse à côté. Puis là, tu n'as rien pour communiquer ces affaires-là, même si tu as fait du progressive enhancement. Ça devient vraiment un spaghetti de réussir à avoir ce state-là sur le serveur, puis sur le front-end, etc. Tandis qu'avec Remix, ben là, oui, tu résous souvent à sortir des bases qui marchent sans JavaScript, mais c'est facile de le faire. Parce que tu es quand même dans une structure 100% React. Tu es quand même dans un SPA, même si tout est fait pour que ça paraisse pas que c'en est un. La journée que tu as besoin que c'en soit un, c'en est un. Tu peux quand même avoir ton store, ton state qui est partagé entre toutes ces vues-là. Tu peux quand même... Ton component, c'est déjà un component React qui peut être dynamique. Fait que ça sonne un peu comme un défaut quand je disais tantôt que je sortais souvent de ces bons-là puis je devais souvent faire du dynamisme, mais ça a tellement été facile, puis ça a tellement... Il n'y a pas eu de duplicage de components, j'ai jamais eu de difficulté à faire parler des components ensemble. Fait que c'est quand même un méchant step en avant là, par rapport à ce qu'on a eu avant. Et fait que mettons, le bottom line de cet élément-là, mettons, ça devrait marcher sans JavaScript, ce que j'entends, c'est
avant, mettons, quand on faisait un SPA, le 100% client-side, puis t'es comme, OK, là, c'est facile, les components se parlent ensemble, tout est bien, t'as du beau state partagé, tout est beau. Ah ouais, OK, là, il faudrait revenir un peu à la base de je veux que mes pages soient indexées, je veux que ça soit. Fait que là, ça, le step était quand même gros, compliqué, overpatché. Versus maintenant, c'est comme par défaut, tout marche. Ça marche pas de JavaScript. Évidemment que dans 99% des cas, ouais, tu vas sûrement vouloir avoir du JavaScript client-side, mais ce step-là, de passer de il n'y en a pas à j'ai du JavaScript est moins grand puis est beaucoup plus smooth que de dire j'ai du JavaScript, tout est beau, tout marche client-side, j'en ai besoin server-side puis je veux revenir un peu aux bases. Là, le fait de commencer avec les bases du web te donne un peu ce dénominateur commun-là qui est ça marche, là, tout est beau, la base est réglée. Là, enhance. Là. Intéressant. Puis, ça m'a amené aussi à me poser comme question, c'est quoi sur quoi on devrait se baser quand on choisit une techno ou un framework? Là, ce qu'on se dit, c'est que bon, on se pitch pas dans Remix en disant parfait, c'est ça maintenant l'avenir. On a encore plein de bonnes technos aussi web chez Mirego. Selon vous, ça devrait être quoi nos critères pour qu'est-ce qui fait qu'on choisit une techno ou un framework pour un projet ou un autre? Charles, mettons. Ouais, je me disais, j'aurais dû amener mes notes. On avait déjà documenté ça chez Mirego, mais dans le fond, tu sais, on se base sur plusieurs affaires. Il y a des trucs plus techniques, d'autres moins. Mettons, techniquement, on va se baser sur est-ce que c'est facile à intégrer, à extender comme techno. OK. Est-ce que c'est facilement testable? C'est quelque chose qui est bien important pour nous. On veut faire quelque chose de robuste qui est prêt pour la prod. Tu sais, ça, c'est un autre truc aussi. On a déjà testé des technos que un coup passé, le Hello World, c'était très difficile d'amener ça en prod et de se sentir confiant. Là. Le côté maintenabilité extensible aussi, c'est quelque chose qui est, nous, chez Mirego, en plus, qui est dans un contexte vraiment intéressant de on bâtit des produits, mais on fait pas juste bâtir, puis là, OK, c'est jetable, on offload ça à quelqu'un, non, on le maintient, on travaille sur les trucs à long terme. Fait que des Hello World, c'est extrêmement facile à faire. Oui, pour le côté production, mais le côté écrire, c'est partir de zéro, puis écrire un projet, mais 3 ans après, modifier une feature, refactorer quelque chose, amener une autre partie, une autre section, un app, tout, il faut que ça reste simple. Puis mettons Remix là-dedans, là tu parlais de testable. Si je reprends quelques points que tu as dit, puis mettons Remix, testable, imagine que là, toute notre gamme de testing tools pour React fonctionne aussi. Ben ça, c'est quand même intéressant. En fait, je dirais que c'est incomplet en ce moment. Okay. Où est-ce que tu vas? Parce que ton component, il fonctionne autant server-side que front-end avec le même paradigme. Remix fait beaucoup de choses pour toi. Fait que comment que tout ça s'est émulé puis comment tout ça s'est structuré au niveau des tests. Tu es capable de tester unitairement assez facilement. Tu es capable de tester end-to-end aussi assez facilement vu que tout est intégré. Mais la partie comme plus intégration de ton component avec d'autres components, c'est plus difficile à tester en ce moment. Mais là où je suis assez rassuré, c'est que Kent C. Dodds, qui est quand même connu dans la communauté pour avoir écrit des testing library, littéralement testing library, des cours de testing. Il a beaucoup amené de nouvelles philosophies par rapport aux tests, où est-ce que c'est plus comme un spectre, qu'on va plus vers l'intégration unitaire, puis c'est la valeur, etc. C'est une grosse figure de testing, de porte-parole du testing, puis il prend énormément part au projet. Remix, là, il est là, il écrit des cours, il parle avec eux. Sur Discord, il est là. Je ne sais pas s'ils l'ont engagé ou s'il travaille avec eux autres. Là, mais d'après moi, il travaille avec eux autres. Puis il doit être là justement pour trouver réponse à ça. Ils n'ont pas annoncé rien, mais moi, quand je vois ça, ils ont ça. Ils ne parlent pas vraiment du testing sur leur site, dans les cours, etc. C'est comme un gap qu'il y a en ce moment. Okay. Mais t'engages Ken C. Dodds, puis tu es en train de parler, puis il écrit des cours, puis fait des blog posts de Remix. Je pense qu'il y a un repository à quelque part qui t'arrête de se faire. Qui va se mettre public. Ça va arriver. Puis là, tu sais, bientôt, ils vont avoir la conférence de Remix. Là, je m'attendrais peut-être qu'il y ait quelque chose de ça. Okay. On verra. Mais tu sais, c'est quand même un gap en ce moment. Ça reste que c'est jeune. Il y a moyen de tester quand même pour être en confiance de ton app, mais il n'y a rien de 100% standardisé encore. Okay. C'est flou dans ma tête un peu, mais il me semble que je me souviens d'avoir vu une thread sur GitHub qui parlait de ça, justement, qui était conscient du gap qu'il y avait. Puis, tu sais, quand Matt dit on peut pas tester les components,
faut être spécifique, là, c'est vraiment juste les components de page, là, parce que les autres components, ça reste du React standard. Exact. Fait que c'est quand même une partie pas très grande de ton app. Là. Ben, en tout cas, dépendamment de comment tu structures tes affaires, mais je pense que c'est quand même. Sont au courant, puis ils savent qu'il y a un gap là, fait que. Ce gap-là peut être con, mettons, temporairement, avec du testing end-to-end, I guess que tu peux Exact. quand même. Ces pages-là font partie du end-to-end que tu testes, puis c'est juste pas spécifiquement la page en tant que telle. Ouais, c'est ça. OK. Sinon, un autre de nos critères qu'on a pour choisir une nouvelle techno, là, c'est on veut que ce soit quelque chose qui amène quelque chose de nouveau. T'sais, on veut pas, utiliser la bonne vieille expression, changer 4,30 sous pour une pièce. Il y en a beaucoup là, des frameworks du jour là, qui sortent et qui font toute la même chose. Les gens sont très opinionatés là-dessus, mais tu compares comment tu implémentes une feature en Ember, comment tu implémentes une feature en Vue, comment tu implémentes une feature en React avec Next, comment tu implémentes une feature en Angular. Oui, il y a des subtilités dans l'API, mais au final, tu as un component model, tu as un template, tu as un contrôleur, tu as un routeur. Ils font toutes la même chose. Ça revient toujours au même. Fait qu'on veut avoir quelque chose. Si on est confortable avec quelque chose, par exemple, on a longtemps fait des applications en Ember, dans les années, on en a fait pas mal en React aussi. Si on est confortable avec ça, puis quelqu'un amène, puis il veut qu'on fasse du jus, évidemment, si on a un client qui veut qu'on fasse du jus parce que des fois, ils ont des requis technologiques, absolument, on le fait, on n'a pas de problème jamais à l'apprendre, parce que c'est tout pareil. Mais on ne va pas se jeter d'un nouveau component, pas d'un nouveau component, mais d'un nouveau framework, juste parce que ça nous tente de changer de framework pour rien, juste parce que ça fait la même chose. Tandis que là, avec Remix, c'est intéressant, où est-ce que lui, ça répond à ça, où est-ce que, là, on parle il y a un changement de paradigme avec Remix. C'est pas juste une nouvelle version plus jeune de la même idée qu'on réécrit depuis des années. C'est vraiment quelque chose qui est nouveau. Fait que ça, c'est un de nos critères importants pour aller voir quelque chose, pour essayer un nouveau framework, en fait. C'est ce qui avait initié, je pense, cette réflexion-là de pourquoi on se tourne vers Remix et non juste on utilise Ember, bon, ok, certains petits trucs qui au fil des années, finalement, qui vont moins bien. T'es comme, ok, ben allons vers Angular. Mais on va pas mal avoir. Peut-être que c'est facile de voir qu'est-ce qui est meilleur, qu'est-ce qui est nouveau dans une autre techno, mais qu'est-ce qu'on perd. Ember vient quand même avec plein de bonnes fonctionnalités. Je pense que tu l'as dit, c'est le changement de paradigme qui est comme, ok, changeons pas 4 pour une pièce, essayons de voir, c'est qu'il y a une autre monnaie qu'on pourrait se mettre à utiliser. OK. Évidemment, en disant ça, en disant que Vue, puis Angular, puis Ember, c'est tout pareil. Il y a peut-être des fans de Vue ou d'Ember ou de qui vont être fâchés que je dise ça, mais là, je dis bien pas d'approche. D'approche, oui, il y a des différences. Tu prends un step par en arrière, là, peut-être tu regardes en gros comment ça marche. C'est sémantiquement semblable. Tandis que quand tu prends un step en arrière et tu compares comment Vue fonctionne versus comment Remix fonctionne, c'est vraiment pas pareil. Non, c'est ça. Je pense que c'est tout le temps un set de trade-off aussi là, qu'on choisit d'avoir. Puis là, de choisir Remix, ben c'est que ça nous semble avoir moins de trade-off que les autres technos. Fait que à partir de là, ça va avec le type de projet qu'on fait chez Merigo aussi. Parlant de trade-off, en voyez-vous, mettons là, on se dit est-ce qu'on devrait utiliser Remix pour bâtir mettons une single page application. On a un projet, on va se bâtir un API, GraphQL avec Elixir, Absinthe, Ecto, puis on veut bâtir une single page application web. Là. Est-ce qu'on utilise Remix? Est-ce qu'on utilise un autre framework? C'est quoi les trade-offs qu'on a à faire? Ou est-ce que Remix devrait juste servir à faire des applications web, back-end, front-end, qu'on a un back-end Node.js, puis qu'on a un ORM? Ben, c'est un peu... encore une fois, ça dépend des projets. Mettons, à l'interne, chez Merigo, historiquement, à chaque fois qu'on a fait une SPA ou presque, ça venait avec, finalement, il y a une landing page. Finalement, je sais pas, faut que on voudrait qu'il y ait une page de login, mais que ça load pas toute l'app en arrière si tu te logs pas. Mais ce genre d'affaires-là, c'est un peu ce que, comme on disait tantôt, que Remix permet de passer de ton formulaire de login, il va peut-être pas avoir de JavaScript, mais un coup que tu es logué, là, tu vas avoir la full-fledged SPA. C'est un peu ça que ça permet. Fait que moi,
je pense que ça remplit vraiment tous les cas qu'on pourrait faire pour nos clients. Là. C'est vraiment un de nos critères d'être. On veut pas se peinturer dans un coin avec nos technos, là, selon certaines fonctionnalités. Donc, là, le fait qu'on ait du server-side rendering, on veut absolument avoir ça. T'sais, même pour un projet qu'on pense qu'on n'en aura pas besoin, comme Charles dit, tu finis par en avoir besoin. Tu finis par avoir de quoi public, que tu partages sur Facebook, il faut que ça s'aille renderer les OG tags, puis etc. C'est toujours un besoin qu'on veut avoir la capacité de le faire. Là, évidemment, avec Remix, contrairement à d'autres technos, c'est pas quelque chose que tu peux mettre à off. C'est fondamental avec comment ça fonctionne. Tu n'auras pas le choix d'être server-side rendering. Tu n'auras pas le choix d'avoir une instance qui va exister. Cette application React-là ne pourra pas être juste hostée sur un bucket S3. Il va falloir qu'il y ait un serveur qui roule en arrière. Fait que ça peut être un des trade-offs qu'on a. Ça vient quand même des gains de performance. Puis Remix, ça va être structuré, une de ces grosses qualités où est-ce qu'il ne fait pas de requêtes en cascade. Le fait que toutes nos pages elles sont architecturées pour avoir toute leur hook pour loader du data, puis créer du data, puis etc. Ça vient avec, à cause de ça, tout est compartimenté, puis il n'y a rien qui a besoin d'attendre après. Il n'y a aucun morceau de ton site qui peut attendre après un autre pour renderer. T'sais. À cause de ça, tout devient performant. Fait que, au final, même si tu as un instance à voir et tout, c'est quand même une qualité qui vaut la peine, probablement. Mais c'est sûr que c'est plus de maintenance qu'il y avait. Ça, c'est un petit trade-off qu'on a, mais je préfère faire ce trade-off-là que d'aller vers un framework ou une technologie que j'ai pas la capacité de faire ça, parce que je vais finir par être pogné. Bon, le petit, puis tu parlais du temps de chargement, puis tout, puis du processus de chargement, puis on l'a pas dit au début, mais le tagline de Remix, c'est les fundamentals du web avec du modern UI, UX, du modern UX. Puis ça, je pense que c'est un truc qu'on n'a pas parlé, mais beaucoup d'emphase est mis sur le fait que, oui, c'est les principes fondamentaux du web, mais c'est pas juste pour nous mettre des bâtons dans les roues. Au contraire, ça nous enable, après ça, ça nous permet de se concentrer sur le UX, l'expérience de l'utilisateur, faire en sorte que ça charge plus vite, qu'il y a moins d'attente, que les erreurs sont mieux gérées, tout est comme mieux pensé. Là. Fait que je pense que c'est une bonne philosophie en fait qu'ils ont adopté là, le vieux stock qui nous met des bonnes bases, mais le nouveau stock qui fait en sorte que les attentes des utilisateurs sont bien gérées. Là. C'est pas juste pour on va se mettre bien des contraintes, puis ça va être bien des contraintes. Non, il y a des contraintes, mais ils ont une raison d'exister. Ouais, c'est ça. Je pense aussi, tu sais, que il y a comme un point qu'on sous-estime là, de justement de la fameuse expression use de plateforme. Là, mais tu sais, le fait que ton app Remix ping toujours ton propre back-end, là, je veux dire, c'est pas un API distant, là, c'est la même app, ben, ça fait que c'est super facile, exemple, de rajouter un service worker puis de faire que ben, tout d'un coup, tu réponds avec le même type de response que tu as sur le serveur, mais là, tu es offline. Fait que c'est ça, de revenir aux bases, ça permet de faire ça encore plus facilement qu'avec les SPA qu'on faisait avant. Puis en termes de l'expérience du dev, je sais que c'est quelque chose aussi qu'on met beaucoup d'emphase chez Mirigo. Là. Oui, c'est cool justement qu'est-ce qui est nouveau, pourquoi on fait les choix de certaines technos par rapport au paradigme derrière, puis qu'est-ce que ça nous permet de faire. Mais mettons, en termes d'expérience de développeur, c'est quoi pas à date, mais c'est quoi votre expérience de dev depuis que vous avez commencé à utiliser Remix? Il y a, je trouve que la partie progressive enhancement, tout ça, comment structurer tes pages pour que ça load, ça faire les cassettes, tout ça, c'est des questions qui sont vraiment bien répondues. Il y a certains gaps, par contre. Ça vient avec beaucoup de conventions, chose qu'on n'est pas habitué à voir quand on fait du React. C'est quand même bienvenu à un certain point. On redécouvre ça. Par contre, il manque des morceaux. Ou est-ce que quand tu es rendu dans la partie qu'il faut que tu fetches ton data ou que tu crées du data surtout, il y a beaucoup de choix à faire. Le framework vient rien pour ça. Quand tu soumets ton formulaire qu'on parlait tantôt, puis qu'on va avoir un form data, etc., là, après ça, Remix, il te donne un callback. Tu as une fonction, que ça, c'est callé avec la fonction. Tu as l'objet request qui contient, par exemple, des paramètres et tout, c'est réalisé dans un objet request standard du DOM. Puis, tu as ton objet form data qui est juste là-dedans, du DOM encore. Ben, tu n'as rien après ça. Tu
C'est pas comme en Rails où est-ce que, tu sais, Rails, t'es capable de parser ton form avec des conventions de comment il naissait les choses. Rails venait avec un ORM, c'est comment tu parles avec une database, même chose pour Elixir. Tu sais, toute cette partie-là de comment tu le fais ton back-end, elle est pas répondue encore. Fait aujourd'hui, tu sais, si j'avais probablement à faire un gros projet en remix, que je vais faire un front-end, probablement que je vais faire un remix à cause des performances que ça a. Mais la partie back-end, probablement, évidemment, c'est du cas par cas, là, mais probablement que, dépendamment de l'ampleur de l'application, je ferai quand même un API en Elixir, technologie qu'on a confiance, comme Taptuy, qu'on connaît bien l'ORM, etc. Je ferai l'API en Elixir, puis mon app remix dans mes hooks back-end, où est-ce que je fais du data, puis que je crée du data, je connais mon API. Mettons avec GraphQL, fait que tu aurais quand même un certain ta standardisation de comment tu récupères, puis comment tu crées, puis comment tu délites des données. Ça serait ton interface de type GraphQL, dans le fond, que là, ça serait plus prévisible, puis tu tombes dans un projet après 2 ans, remix, qui fonctionne comme ça. Ben, ah oui, ok, cool, là. La complexité, comment je parle, tout est géré déjà par mon API auquel on est plus habitué au niveau de la structure. Ok, intéressant. Tu sais, il y a des gens qui peuvent se dire, ouais, mais là, tu sais, si on fait ça de query notre API à partir de l'instance remix qui run sur Node, on a comme un step de plus, là, où est-ce qu'on passe par un back-end qui passe par un back-end. C'est pas un test que j'ai fait encore, mais je pense que ça peut quand même être un avantage. Ou est-ce que, vu que ton app remix, elle peut vivre sur une lambda qui est comme at the edge, puis que ton back-end, lui, par exemple, que tout est hosté sur AWS, puis ton back-end est sur AWS aussi, le routing après ça, le routing va probablement être beaucoup plus clean que juste query ton back-end direct qui, lui, peut pas être at the edge. Ou est-ce que là, tu vas comme passer par une lambda qui est at the edge, pour ça, le routing va être interne à AWS pour aller chercher, query ton API. Fait que, au niveau de la latence, probablement, ça peut quasiment être un gain, en même titre que des fois, il y a certaines sortes de VPN où ça réduit ta latence de passer par un VPN parce que le routing vous est déjà. Ça reste à valider, c'est une hypothèse que j'ai, mais je pense que ça peut avoir certains gains dans beaucoup de cas là, de passer par ça. Mais quelqu'un pourrait dire, par contre, ça ajoute une complexité de monter un API GraphQL puis tout, mais tout ce que tu dis, c'est cette complexité-là est peut-être plus, le côté séparation, le côté clean, peut-être, I guess aussi, c'est l'expérience qu'on a plus aussi chez Mirigo de bien séparer ça, plutôt que de bundler en même temps dans ton code remix et front-end et back-end. Puis même si remix, c'est ce qui, ultimement, c'est ce qui te permet de faire, le manque de convention ou de structure peut faire en sorte que tu te ramasses avec des fonctions de action ou loader complètement différentes d'un projet à l'autre, pas trop de convention, pas trop de structure. C'est plutôt à enforcer ça versus un beau type system GraphQL que tu parles puis que tu fais juste interagir avec une source de données externe comme une base de données dans le fond. Exact. OK. Charles, des commentaires sur la developer experience? C'était pas mal semblable à Matt. Moi, j'ai trouvé ça quand même positif, là, comment c'est monté, puis tu sais, je veux dire, Remix, sans, sans rien diminuer, tu sais, c'est rien, on dirait, là. L'API Surface est tellement petit que c'est comme, t'as l'impression, tu lis un peu la doc, puis c'est comme, ok, je comprends tout le framework, là, tu sais, Puis souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont référer à, mettons, MDN pour savoir c'est quoi l'API d'un objet request. Fait que, tu sais, quand tu connais déjà la plateforme, ben apprendre Remix, c'est pas gros. Là. Fait que, tu sais, pour ça, c'est vraiment positif. Et c'est vrai que c'est un truc qui est vraiment intéressant versus, tantôt tu parlais de Rails, mettons, comment faire, quand j'ai commencé à jouer avec Remix, c'était ça, comment faire une request là, externe, un fetch, là, mais ça, ou c'est quoi un objet request? Ok, mais dans la doc de Remix, non, là, c'est la doc de l'objet standardisé request ou de utiliser fetch, tu n'utilises pas Node fetch ou Ember fetch avec Ember Scan. Non, c'est dans la doc sur MDN, c'est standard, fait que même aussi, eux, ils n'ont pas à maintenir ça. C'est, comme tu dis là, c'est rien, rien, c'est un ensemble d'outils et de principes fondamentaux que je ne sais pas combien il y a de lignes de code dans Remix, mais tu sais, ça reste que c'est quoi le build system qui est utilisé par ça, c'est cool. Remix, c'est quoi? C'est ESBuild à l'interne. Ah oui, okay. Avec un peu de code custom qu'il faut en faire. En effet, comme tu dis, tu sais pas comment il y a de lignes de code. Moi non plus, mais je pense qu'il faut voir Remix comme étant un projet qui a plus d'idées que de lignes de code. Exact. C'est comment que les idées sont structurées, qui sont amenées, qui est intéressant avec Remix. Puis comment qu'ils enforcent avec un petit peu de code. Je pense que ça cache la complexité aussi, là, tu sais.
Je pense que c'est dans leur blog post justement qui l'expliquait que, tu sais, tantôt on disait ça fait pas de requête en cascade, ben ça fait pas non plus, mettons, si tu quittes une page puis il y a une request qui est ongoing, ben ça la cancelle. Tu sais, ce genre d'affaires-là, c'est fait comme par en arrière, on s'en rend pas compte, mais it just works. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça, ils ont pris sur eux comme toute la complexité de ça, puis ils nous exposent quelque chose qui est vraiment simple, puis tu sais, je pense tout bon framework va tenter d'éliminer le plus possible les foot guns là, qu'on se tire dans le pied. Fait que tu sais, mettons, moi je vois Remix comme ayant très peu de possibilités de se tirer dans le pied si on suit comme leur convention. Mais c'est intéressant. Fait que ce que tu dis, c'est oui, ce que vous dites les deux, c'est que ça abstrait un peu cette complexité-là, mais c'est pas c'est tellement complexe qu'on l'abstrait. Non, c'est on l'abstrait, mais on est capable d'expliquer pourquoi. Mais c'est quoi, dans le fond, qu'on abstrait, plutôt que de faire quelque chose d'extrêmement compliqué en arrière, puis OK, cool, thank God, j'ai pas à le faire moi. Parce que non, là, c'est des. Ça cache pas la magie, ça cache. Tu sais, en fait, ça cache pas du dark magic de ce que ça fait. Ça fait des trucs bizarres. Parce que non, ça utilise les trucs fondamentaux. Ça abstrait ça pour que ça soit encore plus user-friendly pour le dev, mais c'est pas. Comment ça marche Remix? Ah non, embarque-toi pas dans ce code-là, c'est bientôt complexe. Jamais c'est ça, là. Ça. Au final, c'est simple, mais c'est abstrait pour que ce soit encore plus user-friendly. On parlait de notre expérience de dev puis du build system. Moi, ça, c'est une chose là, où est-ce que. Petite parenthèse, j'ai passé une année à travailler sur du code mobile avec des projets où est-ce que tu changes une ligne de code, puis ça peut prendre une minute et demie, dépendamment du projet, à recompiler, par voir ton changement, mettre ça sur le device, etc. Là, j'arrive dans Remix, là, puis là, tu sais, le fait que toutes les pages, ça, des modules qui sont séparés là, par ce que c'est fait, il est capable de vraiment, de manière incrémentale, de rebuilder juste les petits morceaux que tu travailles dessus. Tout ça est buildé avec un S-Build qui est super rapide comparé à Babel, etc., qu'on est habitué pendant des années. C'est tellement vite, là, c'est tellement rafraîchissant de te faire un changement de code, de même pas le temps de Alt-Tab, ton changement est déjà là, tellement que des fois, t'es pas sûr de tout, puis tu refresh pareil. Là. C'est comme ça va tellement vite que ça fait vraiment du bien. J'ai hâte de voir à quel point ça scale, ça. Évidemment, plus un projet devient gros, complexe, plus ça peut prendre du temps, mais à date, je trouve ça assez phénoménal, là, la qualité de l'environnement de développement, puis que ça reload facilement, c'est vraiment génial. Le test runner, c'est pareil aussi. Là. Tu sais ton fichier, puis là, souvent, tu n'as même pas le temps de switcher au terminal. Les tests sont tous roulés, puis c'est quand. OK, ça a-tu marché? C'est mon ancien résultat, ça. Puis là, tu le fermes sur le roue. Ça va tellement vite que tu le fermes sur le roue. Là, ça monte. OK, c'est quand même un petit gap. Là. C'est trop vite. Parfait. C'est trop vite. On va mettre des sleeves. Puis, dernière question. Qu'est-ce que vous suggéreriez à quelqu'un qui veut, après avoir fini d'écouter cet épisode, quelqu'un veut se lancer dans Remix, je vais aller voir ça, je vais aller me documenter là-dessus. Là. Au moins que c'est pas juste un autre Vue, React, Svelte et autres similaires. Qu'est-ce que vous lui conseilleriez d'explorer comme ressource? Là? Je joue avec, de l'essayer? Ben, je pense que oui, puis tu sais, juste d'aller voir le site de Remix, il est super bien monté. Il y a la fameuse Jokes app, qui est un super bon tutorial pour monter une app au complet avec justement du code back-end plus compliqué dedans. Puis tu sais, juste la doc, super bien faite. Moi, honnêtement, c'est avec ça que je l'ai appris, puis ça a vraiment bien été. Absolument. Je seconde. La lire. Va sur le site de remix.run, lis la doc. C'est quelque chose que je fais avec tous les technos que j'apprends, où est-ce que c'est tellement underrated de faire ça, on dirait. Il y a tellement de gens dans le domaine qui veulent pas RTFM, comme on dit. Ils veulent pas lire le manuel. Et tout le monde veut juste sauter dans le tas puis l'apprendre sur le tas puis pense qu'ils sont capables d'apprendre sur le tas, mais il y a tellement de gap dans tes connaissances quand tu fais ça, contrairement à juste tu t'assis, tu prends 1h30, 2 heures, tu passes à travers toute la doc. Tu n'apprendras pas tout. Là. Tu vas pas genre, sortir de cette séance-là en faisant comme hey, je suis maintenant un développeur capable de faire des applications avec Remix, tu vas toujours te référer à ça. Mais ça commence tranquillement à te créer un schéma mental de faire ça. De te créer un schéma où est-ce que là, tu arrives à un problème, tu es comme ah, me semble, j'ai vu quelque chose qui peut prendre la résoudre ça. Fait que c'est vraiment comme ça que je conseillerais. D'aller lire la doc est super bien faite. Puis je dirais même de faire ça avec tous les technos. Puis si tu n'as jamais fait de React, par exemple, si tu veux juste apprendre Remix, tu vas vraiment te sentir chez vous. Si tu n'as jamais fait de React, même chose avec la doc de React. La doc de React,
excellente. Surtout la doc des hooks. Please. Read it. Lisez la doc des hooks. Si vous n'avez jamais fait de React, vous ne pouvez pas apprendre les hooks sur le tas. Vous n'êtes pas capable. Mais dans le fond, ça, puis là, tu sais, c'est drôle parce qu'on parle de doc depuis tantôt. Tu sais, deux trucs par rapport à ça, là, j'ai l'impression que moi, je me mappe aussi beaucoup, mettons, des guides d'Elixir, de Rail. C'est pas tant de la doc, c'est plus des guides là, qui vont te guider dans l'apprentissage de hey, il y a ça comme concept qui existe. Voici comment nous, on l'a implémenté. Ah, regarde, quand tu es rendu à le coder, là, ça ressemble à ça. Plutôt que de dire, voici des exemples de code. Sinon, tu te ramasses à juste lire les API docs. Puis, première fois, tu as des questions comme tu dis, j'ai un problème, comment je fais pour le régler? Tu vas aller sur Stack Overflow, tu vas aller sur Slack, sur Discord, tu vas poser cette question. Maintenant, comme si tu avais ces infos-là de base, tu es toujours mieux outillé pour régler des problèmes. Non juste, je connais comment caler telle fonction, c'est quoi les paramètres que ça prend. Mais diriez-vous, vas-y, Charles? Ah, ben, ce que j'allais dire, en fait, c'est le site de Remix, je le trouve cool pour ça parce que, tu sais, entre autres, il me semble qu'il y a une section qui s'appelle Conventions, puis il explique, tu sais, pourquoi ils ont fait les affaires de même, puis comment ça marche, tu sais, plus en détail. Là. Fait que, tu sais, juste ça, justement, ça permet de plus assimiler l'information, là, de mieux retenir autre que, comme tu dis, un corps de fonction que ça prend tel paramètre. Ou je veux faire le Hello World. OK, cool. Parfait. J'ai renderé ma route, puis j'ai mon Hello World. OK, good. Comment je fais pas ça pour le reste? Donc, tu as besoin de ces conventions. C'est facile de faire le Hello World. Là. Mais diriez-vous en plus, avec spécifiquement Remix, quelqu'un qui dit j'ai tout essayé là, les frameworks web. Là. Ah, Remix, le petit nouveau, je vais l'essayer. C'est encore plus important à cause du changement de paradigme. Tu n'es pas en train juste de checker une alternative à Vue.js ou à Angular. Là. C'est un autre paire de manches. Probablement que si tu fais juste dire je vais faire le tutoriel puis je vais skipper ces conventions-là, puis le pourquoi de, tu vas te ramasser à voyons, je compte. C'est comme ça peut être encore plus mêlant et peut-être te turner off de je vois pas l'avantage. C'est peut-être mieux de commencer en fait par comprendre le pourquoi ils ont créé ça. Je pense que Remix.run fait quand même une bonne job pour ça, là, mais c'est encore plus important de comprendre la philosophie derrière avant de dire mais comment je fais pour créer une route là? Non, attends. Check pourquoi ils ont monté ce framework-là. Exact. Puis les gaps que ça remplit aussi, tu sais, Rémi, tu pourrais sortir dans les notes du podcast peut-être le fameux blog post qui compare avec Next.js. Yes. Je pense que ça explique bien pourquoi ils ont monté les choses comme ils l'ont fait, puis justement, c'est quoi les différences avec les autres frameworks. Là. Good. Ben, merci beaucoup, messieurs, pour cette discussion sur Remix. Je vais mettre quelques notes, effectivement, dans les notes du podcast. Et juste à la prochaine pour un prochain épisode de Mirego DevTalks. Merci, sir. Merci. Merci d'avoir été là pour cet épisode de Mirego DevTalks. Vous pouvez en apprendre plus sur Mirego, notre expertise, nos projets et nos postes disponibles en visitant notre site web au mirego.com. On vous invite aussi à poursuivre la conversation sur Twitter avec le hashtag MiregoDevTalks. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires ou si vous voulez interagir avec l'équipe de Mirego. Continuez à nous suivre et à partager les épisodes sur votre plateforme de podcast préférée et au plaisir de se retrouver au prochain épisode.